Alors, ce dont on va parler ce soir, en fait, on va parler du pardon, et vous allez voir que c'est le même mot pour dire quelque chose de différent de ce qu'on connaît habituellement. Le pardon, moi je l'appelle le pardon judéo-chrétien. Ce pardon qui considère qu'il y a un coupable et une victime. C'est ce pardon-là. Et quand on est petit, si quelqu'un nous a fait du mal, au bout d'un moment, on dit demande du pardon, ou bien accorde-lui ton pardon, voilà. Ça veut dire qu'il y a un coupable et une victime. C'est ce pardon qu'on connaît. Et c'est pourquoi il est si difficile de pardonner. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pratiquement impossible de pardonner avec ce pardon-là. Et moi, je vais vous parler de pardon un peu différent. Par le don, vous voyez déjà, ça c'est ce qui est dans mon cahier là. Je l'ai mis parce que j'aime bien cette image. Vous voyez, il est attaqué, mais il donne le pardon. Et le pardon, c'est la meilleure défense. Hein. Alors voilà, qu'est-ce que le pardon? En fait, c'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi le pardon? À quoi ça sert? Mais c'est quoi vraiment le pardon? Est-ce que c'est une faiblesse ou un acte de courage? Ça peut être un acte de faiblesse pour certains. Puis ça peut être un acte de courage d'aller demander pardon. Parce que on a fait quelque chose qui a porté préjudice. Est-ce qu'on doit pardonner à l'autre s'il est coupable? Parce que la société détermine toujours un coupable et une victime. Hein, c'est ça. Donc si quelqu'un m'a fait du mal, est-ce que je dois, est-ce que je peux demander pardon? Est-ce qu'il est possible de pardonner? Doit-on toujours pardonner? Peut-on toujours pardonner? Il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas pardonner. Il n'y a pas longtemps, qui nous a dit ça? Quelqu'un qui me dit, ah non, ça, je ne peux pas le pardonner. C'est impossible de pardonner. Ça, oui. Mais ça, non, ça, c'est impossible, je ne pardonnerai jamais. Comme si le fait de pardonner pouvait donner raison à l'autre, ou apporter une caution, approuver. C'est ce qui se passe dans nos têtes, avec ce pardon-là que nous connaissons. C'est pour ça qu'il est si difficile. Mais de quel pardon parlons-nous? Alors c'est le même mot, et vous allez voir que c'est quand même différent. Alors je ne sais pas trop ce qui va découler de ce que je sors là, parce que, voilà. Alors, quelquefois on dit, voilà, j'ai tourné la page, hein, j'oublie. Et dans l'esprit des gens, ça veut dire pardonner. Mais c'est pas pardonner. Si j'ai tourné la page et puis que je ne veux pas revenir vers le passé parce que ça me fait trop mal ce qui s'est passé, c'est pas pardonner. Hein, c'est oublier. Et oublier. Nier non plus, c'est pas pardonner. Hein, on nie pas quelque chose qui s'est passé. Et pardonner, ça n'est pas approuver ou être d'accord avec la personne. On va y arriver peu à peu. Vous êtes d'accord avec ça, hein? C'est bien ce qu'on dit à propos du pardon. Mais regardez, ce pardon-là que nous connaissons, et regardez ce qu'il nous impose. Il nous impose à jouer indéfiniment le rôle de victime ou de coupable. On est soit victime, soit coupable. On est plus souvent victime. Ça veut dire que si on est victime, eh on a perdu le pouvoir sur nous-mêmes. Donc nous sommes à la merci des autres. Nous dépendons des autres. Parce que quand il y a un coupable, ça veut dire que je lui ai donné mon pouvoir. Tout dépend de lui. De venir demander pardon. Alors à ce moment-là, je suis... Ah, mon ego est satisfait, là. Hein? Et c'est ça l'important. C'est que le fait d'avoir un coupable et être victime, on est privé de notre propre pouvoir. Donc de notre responsabilité à mener notre vie à 100%. Et vous allez voir que c'est ça la chose la plus importante. Dans ce pardon qu'on va aborder maintenant, c'est que la première chose la plus importante, c'est la prise de responsabilité. Récupérer son pouvoir. Et en toutes circonstances, à 100%, quoi qu'il se passe, eh bien, on récupère son pouvoir, mais à 100%. C'est-à-dire qu'on est responsable, on admet être responsable de ce qui se passe. Et vous allez voir pourquoi on peut y arriver. Et bien sûr, ce pardon que nous connaissons, il nous maintient toujours dans l'illusion de la séparation. C'est un mot
très très important, le mot séparation. Ça veut dire que quand il y a un coupable et une victime, ben je suis séparé des autres. Il y a moi, pauvre égaux malheureux, et les autres. Donc non, on est séparés. Et vous savez que dans la nature, la séparation n'existe pas. Nous sommes tous connectés. Et ça, on ne le dit pas. C'est quelque chose qui va arriver à un autre niveau. On est connectés, nous sommes tous liés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coupable et pas de victime, mais nous allons le voir. Et puis ça nous enferme et nous prive de notre liberté. C'est un mot important dans le pardon. Avec le pardon, je l'appelle le pardon véritable, on va retrouver entièrement notre liberté. À 100%. Liberté. On n'est plus dépendant des autres. On est compte, c'est ça qui est terrible. Dès qu'il y a un coupable quelque part, on lui a donné notre pouvoir. Et on se prive de liberté. Tout dépend de l'autre. Et c'est terrible ça. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est dans notre nature profonde, d'être privé de liberté? Mais non. Non. Nous sommes des êtres libres. Alors qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? À accepter d'être privé de liberté, accepter d'être victime éternellement, et accepter d'avoir perdu ce pouvoir qui est quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? C'est notre éducation, cette tradition judéo-chrétienne qui se perpétue, qui se répète de siècle en siècle, et qui fait que nous sommes nés, vous êtes plus ou moins catholique là, mais peu importe la religion, qui fait que nous sommes nés pécheurs, coupables. Donc déjà nous sommes coupables à la naissance. Et ça c'est dans nos gènes pratiquement, c'est dans nos mémoires profondes. Et donc on l'accepte. On accepte d'être victime. Le pardon traditionnel, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, quand le pardon doit s'imposer, qui je dois pardonner? Hein, c'est ça la question. Les autres parce qu'ils ont été reconnus coupables? Bien, nous-mêmes. Ça vous paraît étrange de se pardonner à soi-même? Non, plus même, non. On a tous fait déjà un bon petit chemin, déjà dans la vie, hein, pour comprendre que, en fait, c'est nous-mêmes que nous devons pardonner. Est-ce qu'on est obligé de rester victime? Non, on n'est pas obligé de rester victime. Alors regardez les gens qui disent avoir pardonné. Quand ils sont toujours dans ce pardon, victime ou coupable, il y en a qui ont fait quand même un sacré chemin, même là-dedans. Ils ont pardonné, mais il en reste toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a cette séparation. Il y a cette illusion de séparation entre la personne et l'autre, toujours. Hein? Et comment ces personnes qui disent avoir pardonné, comment est-ce qu'elles peuvent être en paix? Est-ce qu'elles peuvent reconnaître qu'elles sont vraiment en paix à 100%? Mais non, parce qu'il reste toujours quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est facile. Rappelez-leur, ramenez-leur dans le passé, à cet événement qui leur a fait du mal, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose. Et il y a toujours une émotion qui est là. Et s'il y a une émotion, ben le pardon n'a pas été fait. Hein? Il a été fait en grande partie, mais comme il n'est pas fait à 100%, on peut dire qu'il n'a pas été fait. Et du coup, la personne n'est jamais en paix. Il y a toujours quelque chose dans sa mémoire qui tourne, hein, et qui la ramène dans ce passé dont elle n'a jamais fait le deuil. Et faire le deuil, c'est pardonner. Véritablement. Alors, le pardon et les événements mondiaux. Par contre, je vais vous parler de Ho'oponopono quand même juste un petit peu avant. J'ai un peu inversé. En fait, qu'est-ce qui nous a amené de parler du pardon depuis déjà des années? C'est quand on a découvert Ho'oponopono, on vous en a parlé déjà. Il y a maintenant pas mal d'années, 12 ans je crois. Et puis la découverte aussi d'un livre fabuleux qui s'appelle Un cours en miracle. Un cours en miracle, vous connaissez ce livre, on vous en a parlé déjà. En fait, c'est un livre, c'est un gros volume, il y a 1500 pages, qui parle en fait du pardon. Voilà, c'est ce pardon dont je vous parle maintenant. Et Ho'oponopono, quand on l'a découvert, donc on l'a étudié, Marie-Elisa et moi, et en fait c'est quoi Ho'oponopono? C'est un rituel
de pardon qui se pratiquait à Hawaï. C'est un rituel de pardon. Voilà. Et dont le premier principe est prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui arrive. C'est ça. Pourquoi? Parce que avec Ho'oponopono, on comprend que tout ce qui se passe, toutes les rencontres qu'on fait, tous les événements qui arrivent dans nos vies, sont créés par nos mémoires. Ho'oponopono, c'est comme ça qu'on parle des mémoires. C'est Ho'oponopono qui nous l'apprend. En fait, tout vient des mémoires. Bon, déjà, on peut accepter de prendre la responsabilité. C'est nos mémoires qui ont créé ça. Alors, dans quel but? Après, on va le savoir, on le saura. Mais ce sont nos mémoires qui créent tout ce qui se passe. Donc, on peut dire que nous sommes créateurs ou responsables de tout ce qui arrive. C'est la première chose. Et c'est Ho'oponopono qui nous a amenés à cette compréhension. Alors, le pardon, les événements mondiaux. Souvent, on nous pose cette question, mais alors, au temps de la guerre, par exemple, avec les nazis, comment est-ce qu'on peut pardonner ces horreurs qui ont été faites, hein? Ou bien les attentats, ou bien enfin, tout ce qui se passe dans le monde, dans le passé ou au présent encore, de plus en plus, hein, dans les cas. Comment peut-on pardonner ces horreurs? Alors, il y a une histoire, justement, c'est Stanley Milgram. Stanley Milgram, c'est un physicien, expérimentateur. Il a fait une expérience tout à fait extraordinaire, qui nous montre qu'en fait, quand quelqu'un agit et qu'il fait quelque chose dont on va dire que c'est une horreur, dont on va dire que c'est une chose abominable, bref. Alors on dit, oh, c'est un monstre, il faut le punir, il faut le mettre en prison, ou il faut le mettre à mort, etc. Tout le monde a des réactions comme ça, d'horreur. Hein. C'est un monstre, bon, ouais. Il a fait une expérience qui montre que, en fait, ceux qui agissent et qui font ces monstruosités agissent parce que, en fait, ils ont perdu la responsabilité d'eux-mêmes. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Alors l'expérience, je vais essayer de vous la décrire, elle n'est pas facile. L'expérience consiste déjà à prendre deux personnes qui acceptent de faire une expérience, et le motif officiel, c'est de dire, nous allons faire une expérience pour montrer quel est le rapport entre l'apprentissage d'une matière, quelle qu'elle soit, la mémoire. Est-ce qu'il y a un rapport avec le châtiment? Est-ce que le châtiment va améliorer la mémoire de la personne? Donc c'est une expérience en rapport avec l'apprentissage. Donc deux personnes sont choisies. Et il y en a une qui va être le professeur et l'autre qui va être l'élève. Alors on tire au sort qui va être l'élève et qui va être le professeur. Celui qui est professeur, lui, ne le sait pas. C'est lui le cobaye. Et lui croit que c'est l'élève le cobaye. Et c'est lui le cobaye. En fait, tout a été arrangé pour que ce soit lui toujours qui soit le professeur. Et lui, il est le cobaye. Il est assis, il y a une vitre qui sépare l'élève, mais il ne voit pas l'élève. L'élève est plus loin, et à l'élève, on a mis des électrodes, hein, qu'est-ce que je dis? Et on l'a branché pour... on l'a branché donc à un voltage, ouais, un problème d'électricité. Voilà. Et le professeur, lui, il a tout un panneau, et il appuie sur un bouton, il envoie 15 volts à l'autre. Le deuxième bouton, il envoie 15 volts de plus. Troisième bouton, 15 volts de plus. On arrive jusqu'à 300 volts. Je ne sais pas si vous voyez, 300 volts, le principe c'est la mort, hein. Même déjà un peu en dessous. Hein. Alors on lui explique ça, et on lui dit, voilà, vous allez poser toute une série de questions à l'élève, et s'il répond mal, vous appuyez sur le bouton. L'élève, en fait, c'est un acteur professionnel. Il va donc mimer la douleur à chaque fois. Donc, n'ayons pas peur, l'expérience se fait sans douleur. Mais le professeur est là. Et il y a un expérimentateur qui est là, un examinateur, qui surveille le professeur et qui lui donne les ordres. Et qui lui dit, oui, il faut y aller, on est dans l'expérience, il faut aller au bout de l'expérience. Donc il commence, il pose des questions, et l'acteur s'arrange pour répondre mal. Boum, 15 volts, pas de problème. Deuxième question, bon, bref, il en arrive à deuxième bouton, troisième bouton, quatrième bouton, et au fur et à mesure, il entend l'élève gémir, crier,
dire « Oh, ça me fait mal !» Enfin, parce que c'est un acteur et qu'il joue bien son rôle. Au bout du 5 ou 6e ou 7e bouton, le professeur, c'est un être humain normal, sensible. Donc il voit que l'autre a mal et il dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter? Je vois qu'il a mal. » « Non, 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 vous devez continuer. Vous devez aller au bout de l'expérience, c'est prévu comme ça, ne vous inquiétez pas. » Et l'expérience continue. 12 volts, enfin le 12e bouton, donc il en est à 150 volts, 175 volts, boum. Et de temps en temps, il s'arrête, parce qu'il est humain. Il n'a pas envie de faire du mal. Mais l'autre lui dit, allez au bout de l'expérience, allez-y, non, ne vous inquiétez pas. Et il continue, et il continue, et il arrive jusqu'aux 300 volts, le dernier bouton, et là, il n'entend plus rien. Un silence qui laisse dire que l'autre, il ne peut plus parler, il est mort. Et bien, regardez, cette expérience a été menée de façon très scientifique. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'expériences, ils ont tiré des conclusions. Les conclusions étaient les suivantes. 65%, 62% des hommes qui ont été professeurs sont arrivés jusqu'aux 300 volts. 65% des femmes sont arrivées aux 300 volts. Un peu plus de femmes que d'hommes. Ça ne prouve rien. On est dans les 2 tiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un type normal, comme vous et moi, il est là, il a amené à la mort quelqu'un parce qu'on lui a dit d'aller au bout de l'expérience. Ils ont fait une autre série d'expériences, la même, sauf que ce n'est pas le professeur qui appuie sur le bouton. Lui, il est à côté, et il y a un autre qui est là, qui appuie sur le bouton, qui est aussi un acteur. Et c'est le professeur qui donne l'ordre. Appuyez sur le bouton. Et là, on arrive à 95% des cobayes qui arrivent aux 300 volts. Ce qui prouve que... Ce qui nous amène à penser qu'en fait, on aurait pu être tous des nazis. À n'importe quel niveau que ce soit. À n'importe quel niveau que ce soit. On aurait pu être des fauteurs d'attentats à n'importe quel niveau que ce soit. Nous, qui sommes là. Pratiquement tous. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais quand on a compris qu'une expérience comme ça démontre qu'en fait nous sommes des monstres potentiels, tout simplement parce qu'on a perdu le sens des responsabilités et qu'on ne fait qu'obéir bêtement, eh bien on peut tuer. Et on peut devenir un monstre. Il y a même... ils ont interviewé ensuite les professeurs. On leur a demandé leur avis. Il y en a un qui dit « Oh ben, c'est un idiot, hein. Eh ben, il mérite la mort, hein. » Ouais, mais pour vous dire, c'est un homme tout à fait classique. Il n'a jamais tué personne dans sa vie. C'est un homme normal, comme on connaît plein. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça ne va pas nous amener à porter moins de jugement envers les soi-disant monstres qu'on voit à l'extérieur? Ils sont simplement manipulés. Déjà, ça va nous enlever une bonne partie de nos jugements que nous portons bien facilement sur des choses qu'on voit à la télé ou ailleurs. C'est extraordinaire quand même. Ouais. Extraordinaire quand même, ce genre d'expérience. Moi j'ai bien aimé ça, et je la raconte maintenant. Là. Alors prendre la responsabilité, c'est ça qui est important. Prendre la responsabilité. Et même si on reçoit un ordre, c'est élever sa conscience. Hein. C'est monter en conscience. Désobéir, en fait, c'est une des plus grandes des qualités que nous devrions avoir. Désobéir pour retrouver notre liberté. La liberté de notre conscience. Et nous sommes comme des automates, formatés, et on fait ce qu'on nous dit de faire. Prendre la responsabilité. C'est le premier principe, le plus important. Prendre la responsabilité en toutes circonstances, à 100%, de tout ce qui arrive. Désobéir, en 14, c'était la mort. Hein. Et bien la mort. Pourquoi pas? Oui, il fallait avoir... Mort en ayant désobéi, ou mort en essayant de tuer d'autres. Oui. C'est quoi la différence? Bon, mais disons que là, c'était immédiat, quoi. Tandis que tu avais des chances de t'en tirer et si tu finissais la guerre. Bien sûr. Ouais, si tout le monde désobéit en même temps, il n'y aurait jamais de guerre. Ah oui, mais ça n'existera jamais, ça.
Attends. Tout le monde désobéisse en même temps. Attends, mais la conscience s'élève dans le monde, tu sais. Oui. Attends. Je pense que si tout le monde... si tout le monde désobéissait en même temps, à la limite, ça serait une forme de manipulation, puisqu'il n'y aurait pas de décision individuelle, ça serait une décision collective. Si chacun agit selon sa conscience. Oui, je comprends. Si chacun agit selon sa conscience, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'on en perd le sens de nos responsabilités? Mais parce que dès la naissance, on nous a appris à ne pas avoir de responsabilité. Dès la naissance. Nos parents déjà nous ont inculqué leurs propres croyances, les instituteurs, les professeurs, les copains, et la vie, après les patrons et tout ça. La vie nous a amené à perdre le sens des responsabilités. Il y a un exemple que je donne toujours. Il est un peu fort, mais j'aime bien donner des choses un peu fortes. Regardez, si vous roulez, vous conduisez tous là, hein, à part toi qui est en vélo. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Des fois, j'aime pas dire. Et imaginez que vous passiez au vert, un feu, vous passiez au vert tranquillement. Puis il y en a qui arrivent au rouge là, et puis vous pulvérisez la voiture et vous faites 3 mois d'hôpital. Enfin, c'est terrible. Et bien, vous êtes responsable à 100% de ce qui vous est arrivé. Là déjà. Parce que là aussi, vous êtes responsable à 100%. Parce que regardez, qui vous aurait empêché de passer 2 secondes avant ce type qui passe, ou 2 secondes après? Il ne s'est rien passé. Non, vous avez choisi le moment de passer au moment où ce type passait tranquillement au rouge. Eh bien, si cet homme ou cette femme, plutôt une femme qui passe au rouge, vient me voir en consultation, je vais lui dire pareil, tu es responsable à 100% de ce qui t'est arrivé. Nous sommes tous responsables à 100% de tout ce qui nous arrive. La responsabilité ne se partage pas, elle ne se tronçonne pas en parts de camembert. Là. Non. C'est pas par hasard. Si vous êtes passé au vert et que vous avez eu un accident, il y a une cause très, très précise, un message très précis que votre âme vous a envoyé. Il vous a envoyé là, pas par hasard du tout, pour une raison bien précise. Une raison très forte sûrement, si l'accident est fort, la raison a été importante. Dites-vous ça, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, dites-vous à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi, mais peu importe, mais vous êtes responsable à 100%. Et à ce moment-là, vous n'allez plus vous retourner contre l'autre, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez même pas avoir une once d'agacement, rien. Vous allez lui dire même merci. Merci. Pardon. Les avocats parlent comme vous quand même. Non mais les avocats, ceux qui vont voir les avocats, c'est ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. Ceux-là, ils vont voir les avocats. Mais à partir de maintenant, peut-être que vous n'irez plus voir des avocats. Parce que c'est inutile d'aller voir les avocats. Je ne place pas au même niveau, c'est-à-dire que le mot responsable, c'est je reconnais mon implication dans l'événement et oui. je ne la discute pas, je ne la remets pas en cause. Oui. C'est de cette responsabilité-là. Mais les avocats, ils ne sont pas sur ce plan-là. Mais les avocats, ils ne travaillent que si des gens qui n'ont pas compris ça viennent les voir. Voilà, mais et si plus personne ne vient voir les avocats, il n'y aura plus d'avocats et plus de justice, et la justice, il n'y aura plus besoin de faire la justice, parce qu'il n'y a plus besoin de ça. Je pense à un tout petit truc qui m'est arrivé. On était à Port-Vendre, je promenais le chien, et on était dans une petite rue, et une voiture recule, c'était une rue à sens unique, c'était un petit peu en pente, elle recule, elle ne m'avait pas vu traverser, je ne l'avais pas vu non plus, parce que moi je regardais de l'autre côté, les voitures pouvaient arriver que de ce côté, et quand j'étais au milieu de la rue, bon, la voiture m'est rentrée dedans. Et j'ai fait un... Bon, je me suis retrouvé, enfin bon, j'étais un peu déséquilibré, mais bon, j'avais mal nulle part. Et c'était une femme, bien sûr, voilà. Non, mais je plaisante. C'était la vérité, mais Il va y avoir des règlements de compte ce soir. Il y en a qui rient de contentement sur les hommes. Non, c'était une femme, elle amenait son enfant, et puis je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de place, et bon, bref, peu importe. Il a fallu que je reste. Elle n'a pas pu sortir tellement elle était choquée. Moi, j'allais parfaitement bien.
Et c'est moi qui l'ai rassurée. J'étais devant sa portière, elle était assise, elle ne pouvait pas bouger. Et en arrivant à un moment, je l'ai rassurée. Je l'ai rassurée. Et j'avais envie de rire. Mais je veux dire, même si j'avais eu très mal, j'aurais eu la même réaction. C'est pas une question, le fait d'avoir mal ou pas. Parce que il fallait bien que je comprenne que c'est pas par hasard s'il m'arrive ça. Elle est en aucune manière responsable de ça. En aucune manière. Vous comprenez? Mais c'est pareil, c'est pas par hasard qu'elle renverse quelqu'un. C'est pas par hasard qu'elle me renverse moi. Oui. Parce que nos deux âmes ont conclu un contrat quelque part à un autre niveau. Et il fallait que ça se passe là. Ce petit accident, c'est même pas un accident, mais ce petit truc pour me faire comprendre des trucs. Ok, et après c'est parfait. Et je ne peux que la remercier d'avoir bien joué son rôle. Oui. Non, je veux dire qu'elle est un outil utilisé par la vie, quoi, Alors, en fait. Alors, on peut dire ça, mais de son côté, je suis aussi un outil pour sa propre expérience. Hein, d'accord? Voilà. Quand deux personnes se rencontrent, quelle que soit la chose qui se passe, les deux vont apporter à l'autre ce qui lui manque. Et c'est toujours parfait. Parfait. Au début. Non, mais... Bon, alors après, les événements peuvent être douloureux, il peut y avoir des grandes souffrances, il peut y avoir tout. Mais pensez que c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, on peut se laisser emporter par notre ego, et puis la colère. Okay. On a le droit d'avoir un petit moment de battement là. Oui, quelques secondes. Quelques secondes. Un petit peu. Non, mais je vous assure. Alors, je vous assure, ce que je vous dis, en fait, c'est un entraînement à faire tous les jours, ça. Hein, c'est un entraînement. Pour que quand il vous arrive quelque chose de grave, vous soyez tranquille. Et vous restez en paix. Mais c'est ça le pardon. C'est vivre, le pardon, c'est vivre à chaque instant, pour que à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, tout va bien, c'est parfait s'il m'arrive. Mais il m'en arrive des choses comme à tout le monde. Hein. Voilà. Je vous assure, qu'est-ce que c'est reposant de vivre comme ça, sans plus jamais s'agacer, s'énerver, se mettre en colère, crier. Hein? Et en termes de maladie, mais on va employer le mot guérison même s'il n'y a pas de maladie. Guérir sa colère, c'est guérir sa colère, hein, le mot est bien adapté. Mais pour les guérisons, pour toute maladie, à 100%, hein, le pardon est impliqué tout le temps à fond. Pas de pardon, pas de guérison possible. Ouais. Ça, on en reparlera. Je vais avancer un peu parce que sinon... Ah, il croit qu'il va arriver un truc. Ah voilà. Donc voilà, le premier pas, c'est ça, c'est reconnaître notre entière responsabilité. C'est ça le pardon véritable. Reconnaître entière responsabilité. Et deuxièmement, accepter. L'acceptation, c'est le deuxième point très très important. Le fait d'accepter, déjà vous êtes dans le pardon. Accepter. Est-ce que vous voyez combien c'est difficile, quand on n'est pas entraîné à ça, d'accepter tout ce qui arrive, même les choses les plus douloureuses. Accepter. Être dans la gratitude. J'allais dire, tiens, je l'ai oublié, non. Et aussitôt dire merci. Merci, 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 merci. Il y a une occasion où j'ai dit merci sans arrêt, dans l'ambulance, partout. C'est quand je suis tombé une fois en vélo, il y a quelques années. J'avais très très mal. Une douleur. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, je me suis arraché l'acromio, l'articulation de l'acromio. La clavicule sort maintenant. Alors que les ligaments se déchirent, comme ça fait mal. Bref, j'étais à moitié étourdi sur la route. Et dès que j'ai retrouvé mes sens, j'ai commencé à dire un mot, c'était merci. Je suis tombé, il y avait d'autres collègues, mais je suis tombé tout seul. Il y avait un trou peut-être, je ne sais pas. Et tout de suite, je me dis, si je suis tombé, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il y a une raison bien précise qui faisait que je sois tombé là, voilà. Et que je me fasse cette blessure-là. C'est pas une autre blessure ailleurs. Là aussi, c'est pas par hasard non plus. Et le mot qui m'est venu, alors que je n'étais pas bien,
c'est merci. Et tout le long de l'ambulance, j'arrêtais pas de dire merci, merci. Alors je le disais à voix basse parce que je ne voulais pas que l'ambulancier m'entende. Il aurait changé de destination et m'aurait envoyé chez les fous. Mais ça m'a fait un bien fou, juste d'être là-dedans, juste d'être dans la gratitude. Et je me dis, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Sur le coup, on ne comprend pas. Mais ça n'a pas d'importance. Je prends la responsabilité. J'accepte. Et je me dis, je vais comprendre plus tard. Et puis si je ne comprends pas, tant pis. C'est pas grave. Mais je sais que mon âme m'a amené là par terre. Il y a une raison, elle sait pourquoi. Même si moi je ne comprends pas. Ouais. Et bien sûr, le jugement, alors, ben ça découle de tout ça. Hein. On ne peut plus juger, une fois que vous avez compris tout ça. Parce que le jugement, c'est terrible, le jugement. Hein. On va faire un exercice après, tiens. Et être dans le lâcher-prise total. On le voit presque plus, le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, bien sûr. Mais ça découle aussi de ça. Hein. Et c'est tout un ensemble. Alors, c'est les 5 points qui m'amènent à considérer que ce sont les échelles qui montent au pardon. Hein. Voilà. Pourquoi tu mets accepter en deuxième? Parce que ça, c'est le plus important. Voilà, ça, mais chronologiquement, est-ce qu'on passe pas d'abord par l'acceptation? Si tu veux. Si tu veux. Ben, c'est pas un problème. Pour moi, c'est ça, parce qu'une fois que je suis là-dedans, que je vis là-dedans, pour moi, c'est plus un problème d'accepter. L'acceptation, elle vient naturellement. Voilà. Moi, j'ai l'impression que j'accepte d'abord pour reconnaître ma responsabilité. Alors, j'ai l'impression. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si tu acceptes sans avoir cette notion-là, c'est vraiment difficile d'accepter. Parce que tu n'as pas de... Tu ne peux pas l'expliquer, ton acceptation. Alors que si tu es responsable de tout ce qui arrive, l'acceptation va de soi. Elle découle, toi. Et ça, c'est dans toutes circonstances, la responsabilité. C'est dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans tout ce qui se passe. La responsabilité. Bon, mais il faut l'essayer, il faut le vivre. Après, en fait, j'ai l'impression que je le vis comme ça. C'est pour ça que je me demandais pourquoi tu l'as mis en deuxième. D'accord. Mais bon. C'est pas... Mais non, mais chacun... Mais attendez, si vous voulez mettre la gratitude en haut, faites ce que vous voulez. Hein. Oui. Je suis tout le contraire d'un gourou, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis comment on le vit. Hein. Nous, ça fait déjà des années qu'on vit comme ça. Et c'est mes conclusions, hein, voilà. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Bien sûr, parce que l'autre n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de soi. Ça, on le sait, ça, maintenant. C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. L'autre n'est que le reflet de ce qui est en moi. Regardez l'exercice qu'on va faire. Enfin, qu'on va faire. Que vous ferez chez vous et que j'espère que vous appliquerez à bien aller au bout. Pensez à une personne que vous connaissez. Hein? Pensez à une personne que vous connaissez. Et vous faites 2 listes. Sur la liste de gauche, mettez tous ses défauts. Mettez 5 gros défauts de la personne. D'accord? Et sur la colonne de droite, 5 grosses qualités que vous lui reconnaissez. Hein? Ça va? Et puis reproduisez l'expérience avec d'autres personnes que vous connaissez, de votre entourage, votre patron. Bon, les défauts, ça va être comme ça. Pas sûr. Des fois, les défauts, c'est des qualités. Ah mais mettez les défauts et mettez les qualités. Mettez ceux que vous voyez, mettez les défauts qui vous dérangent le plus. D'accord? Ah oui, vous n'allez pas mettre les défauts qui dérangent le voisin, mais vous. Et quand vous avez fait ces listes, alors vous enlevez le nom de la personne et vous mettez votre nom. Ah oui. Et examinez les défauts et examinez les qualités. Et c'est exactement ce qui vous colle à la peau. C'est vous-même. En fait, vous n'avez vu, on ne voit les défauts que si on les a soi-même. Sinon, si on a quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas les voir. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Non. Et pour les défauts, comme pour les qualités, on ne peut voir chez l'autre que ce qu'on a, à condition que ça nous dérange pour les défauts. Et pour les qualités, c'est, par exemple,
Un acteur, bon, c'est souvent des gens les plus en vue. Et on aime un acteur pour les qualités, on va en énumérer quelques-unes. Et chaque acteur aura des qualités. Et remarquez d'ailleurs, vous allez voir, c'est souvent les mêmes. Mais si vous faites cet exercice, c'est un véritable miroir de ce que vous êtes. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà fait ce genre d'exercice? Alors je vous invite, dès que vous rentrez là, vous faites ça. Hein? Autrement dit, quand quelqu'un nous juge et nous accuse, on sait par inversion, on sait qui il est. Tout à fait, oui, c'est vrai. Sans le juger. Sans le juger, mais quelqu'un qui vous juge, vous pouvez vous dire, tiens, vous connaissez un peu mieux. Les enfants, j'ai remarqué, quand j'étais enfant, quand ils se disputent, il n'y a pas longtemps, et qu'on se traite de menteuse, on a souvent la réponse menteuse toi-même. Menteuse toi-même, ben oui. Mais le langage populaire nous apprend beaucoup de choses, hein. Il faut écouter. Menteuse toi-même. Hein. Tu es ce que, comment on dit, tu es ce que tu dis. C'est celui qui se dit qu'il est. C'est celui qui se dit qu'il est. Ah oui. Exactement. Oui. Mais observez ça, et je vous assure. Alors, bien sûr, vous avez reconnu des défauts chez l'autre, et vous dites, mais moi j'ai pas ce défaut. Ok. Rentrez en vous-même, et vous allez voir que ce défaut, il est vraiment niché quelque part. Hein. Mais il est là, hein, bien en place. C'est normal, ce que tu disais, on ne peut pas le voir si on ne le connaît pas. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas qu'on l'a, mais quelque part on en a la connaissance, c'est un petit peu un écho, quoi. Oui. Et donc l'autre nous rend service puisqu'il nous le révèle. Exactement. Exactement, c'est pour ça que j'ai mis encore... non, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis des choses qui ne sont pas dans l'ordre que j'aurais aimé avoir. Le petit dessin qu'il y avait la femme là. Regardez, c'est alors que nos ennemis peuvent devenir nos sauveurs. Ils sont nos miroirs. Nos maîtres. Nos maîtres. Ils sont nos miroirs. Nos propres ennemis. On n'a pas d'ennemis, je mets entre guillemets, parce que ça n'existe pas, les ennemis. Mais qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre, quel qu'il soit? Si ça vous dérange fort, c'est que vous l'avez fort. Et si ça ne dérange pas, c'est qu'on ne l'a pas. Exactement. On peut observer un défaut, mais si ça ne nous dérange pas, bon, ça va. On l'a intégré. On ne l'a pas en tant que défaut, on l'a accepté. J'ai entendu des réflexions très... Sauf si on est aveugle. Bon. Très pertinent. Et oui, non, mais on peut observer, mais si ça ne nous dérange pas, c'est qu'on n'est pas très concerné par ça. Maintenant, si on l'a vu, c'est qu'il y a peut-être un petit truc. Quoi, hein, bon. Et si plus ça nous dérange, et plus c'est quelque chose qui nous concerne. Hein, voilà. Mais c'est qu'on l'a accepté. On l'a accepté, on peut avoir guéri un défaut. Est-ce que vous n'avez pas guéri de défauts que vous aviez on a tous atténué, érodé des défauts pour en faire des qualités. On a tous fait ça. Du coup, on peut reconnaître que l'autre est sur ce chemin qui fait écho à notre chemin. Quoi. Même si on a... Je reviens en arrière parce que je voulais vous parler de la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité que l'on voit chez l'autre n'est peut-être que le reflet de sa propre culpabilité. Alors la culpabilité, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que c'est que la culpabilité. Et nous avons tous ça en nous, cette culpabilité. Et la culpabilité, en fait, c'est un sentiment, regardez, qui est la somme de tous les sentiments négatifs que nous avons en nous. Plus ou moins inconscients. Hein, qui sont, j'en ai mis comme ça, mais il y en a toute une liste, hein, que vous avez peut-être rallongée. Manque de valeur, manque de courage, de capacité, complexe d'infériorité, la honte, etc. etc., etc. Et quand vous avez ça, eh bien, c'est la somme de tout ça, c'est la culpabilité qui est en nous. Donc, si on l'a en nous, on la voit ailleurs. Donc on va toujours voir un coupable ailleurs. La mère de Marie-Lise, elle se sent coupable. Et elle a quand même des raisons de se sentir coupable, parce qu'elle
elle n'a pas assez surveillé sa fille et sa fille est morte. Alors ça, c'est toi qui le dis. Je sais pas moi, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. C'est elle qui le dit, et toi tu le répètes, mais... Oui, bon. Oui, bon, mais c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas surveillé, donc elle est morte. Mais un enfant qui meurt, c'est parce que son âme a décidé de partir à ce moment-là. Hein. Personne ne l'a poussé. C'est le tien, c'est plus... Tu m'as dégagé que c'est plus difficile à accepter. Quoi. Mais c'est normal, bien sûr. Mais tu vois que la culpabilité, aussitôt, elle ressort, d'un coup. Mais quand une personne ressent cette culpabilité pendant 20 ans, 30 ans, sa vie est gâchée. Ah oui, ça oui. C'est quand même dommage. Parce qu'en fait, elle est sur le mauvais chemin. Oui. On n'est jamais responsable de la mort de quelqu'un d'autre. De la même manière, de votre mort, il n'y a aucun responsable ailleurs en dehors de vous. Tout le monde choisit sa mort, à l'instant, à l'endroit, à l'instant. Je ne vois pas comment quelqu'un d'autre puisse décider de votre mort. Hein? Que ce soit un enfant ou pas. Donc déjà, enlevez-vous cette culpabilité si... Hein? Il y en a qui sont coupables parce que si j'étais arrivé plus tôt, mon père serait encore vivant. Bon, hein? Il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est l'ego qui parle. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ego qui parle de culpabilité. C'est l'ego qui se sent coupable. Mais nous ne sommes pas notre ego. Okay? La culpabilité, ça c'est vachement important d'approfondir ça et de se débarrasser de ça. Vraiment, hein, de se nettoyer. Parce que là, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le domaine de l'ego. Et l'ego, lui, il a besoin de ça pour vivre. Hein? Vous savez pourquoi l'ego a tellement peur? Le mental, l'ego. Vous savez pourquoi ils ont tellement peur? Parce que dès que le bébé est né, l'ego, il n'est pas là. Il se forme, l'ego, peu à peu, là. Bon, puis à un moment donné, il est là. L'ego, lui, il y a une chose qu'il sait, c'est qu'il a une date, comme le lait, ou comme le fromage ou la viande, il a une date de péremption. Il sait qu'il va mourir un jour. Donc il a très peur. Hein. Il a très peur de la mort. Mais il ne sait pas la date. Lui, il ne sait pas, lui. Il est trop bête. Ce n'est pas bête, non. Mais il est ignorant de ça. Voilà, il ne le sait pas. Donc les peurs qu'il a, l'ego, il nous les insuffle. Hein. Il nous noie dans ses peurs. Hein. Et nous, gros bêta, on est là à croire qu'on est notre ego. Mais on n'est pas notre ego. Hein. C'est l'expérience qu'on est venu faire quand même. Bien sûr. Mais on est venu pour expérimenter ça et puis pour sortir de ça. L'ego, on en a besoin. Mais l'ego doit être à sa place, à côté, là. Pas plus. Mais dès qu'il s'occupe de mener notre vie, là, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est pas son truc. Le pardon, c'est pas son truc. Pardon, le pardon victime coupable, ça, il est costaud. D'ailleurs, on l'a fait pour lui, ce pardon-là. Parce que ce sont les hommes qui ont créé ce pardon. Pas... Bon, là, c'est Ho'oponopono, j'ai mis comme ça, parce que voilà, ma réalité physique est une création de mes propres mémoires. C'est ce que dit Ho'oponopono. Vous savez comment se faisait le rituel de pardon à Hawaï? Je vous le dis rapidement. Quand il y avait un problème dans une famille, tout ça, ou dans une communauté, ils se réunissaient. Je l'ai raconté déjà, ça. Ils se réunissaient et pour aplanir ça, il n'y avait pas de procès, pas d'avocat, rien du tout. Là. On se réunissait, quel que soit le problème. Et puis, chacun parlait, racontait ce qu'il savait du problème, de l'histoire, du truc, du machin. Et ensuite, il y avait un temps de silence. Alors ça, je vous le dis parce que c'est important. Pour pratiquer le pardon, le silence est important. Pour nettoyer ses mémoires. Temps de silence. Où chacun méditait sur ce qu'il avait dit. Puis ensuite, il y avait des prières. Puis après, ensuite, on recommençait. On racontait ce qu'on savait encore. Ensuite, temps de silence et temps de prière. Mais au fur et à mesure qu'on parlait, au fur et à mesure des rondes, en quelque sorte, ceux qui avaient parlé, enfin tous ceux qui parlaient, ils disaient plus les mêmes choses. Ils étaient de plus en plus dans l'acceptation, dans la prise de responsabilité, dans l'acceptation. Et il arrivait un moment où il n'y avait plus rien à dire. Le pardon était dans tous les cœurs, sur toutes les âmes. C'était ça le rituel de pardon. Oui. Donc,
faut expliquer. Mais le silence, je dis ça, c'est pour montrer que le silence est très important. Au lieu de se mettre en colère et de crier. Voilà, prendre la responsabilité de mon univers physique. C'est ça, pour moi. Alors la carte que nous avons faite, on l'avait appelée au début « Je suis créateur à 100%». Elle existe toujours comme ça. On ne l'a pas changée. Non. Et j'accepte, tout est parfait. C'est la deuxième carte. Voilà, donc la solution à nos problèmes, elle n'est jamais à l'extérieur. Comme pour les maladies d'ailleurs. La solution n'est jamais à l'extérieur, puisque on s'est créé la maladie de l'intérieur. La solution, elle est de l'intérieur, toujours. Et ne parlez pas de virus ou de bactéries, ils sont à l'intérieur. Pas de question. On est tout à fait d'accord avec vous. Ah. On n'est pas obligé, hein. Et ouais. Donc nous projetons des images, des scènes qui ne sont que le reflet de nos émotions. Alors d'abord de nos mémoires, croyances, pensées, émotions. Ouais, c'est toujours ça. Dès qu'il arrive quelque chose, vous allez trouver là-dedans la cause. Et peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé juste un petit peu avant, mais peut-être la semaine dernière, ou peut-être il y a quelques mois. Enfin, voilà. Il y a toujours la cause quelque part. Mais la cause, on va la chercher dans nos émotions, dans les mémoires, les émotions, les pensées. Alors l'histoire du rétroprojecteur, oui, bon, voilà. Voilà, il y a un vidéoprojecteur, mais je préfère avec un rétroprojecteur parce que ce sont des diapos. Hein. Et si, regardez, si on regarde, on est là, on regarde le voyage de Pierre, par exemple, en Alsace, et il nous montre des cigognes. Non, qu'est-ce qu'il y a en Alsace? Non, bref. Et il nous montre une image qui ne vous plaît pas. Tiens, Jacques, une image qui ne te plaît pas. Et d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller déchirer l'écran? Parce qu'elle ne te plaît pas. Mais ça te met dans une colère noire, par exemple. Imagine. Il met une image qui te met dans une colère noire. Est-ce que tu aurais l'idée d'aller déchirer l'écran? D'aller déchirer l'image? Non. Tu vas dire, mais change cette diapositive, jette cette diapositive, je ne veux plus la voir parce qu'elle me Je gêne. m'en vais carrément aussi. Non, la fuite, non, c'est pas Ah possible. d'accord. Donc je te le dis. Je te dis, moi aussi, j'ai la liberté de partir. Tu as la liberté de partir, bon, non, mais d'accord, le mauvais copain. C'est qu'une image. C'est qu'une C'est image. la personne. Non, mais quelle serait la solution? C'est de changer la diapositive. Ouais. Donc aller à l'intérieur de l'appareil. Mais pour nous, c'est pareil. On projette à l'extérieur tout un film, et toute notre vie, c'est un film, avec des projections, des personnes qui arrivent, qui partent, des événements, toutes sortes de situations, petites, grandes, tout. On est comme un projecteur. Est-ce que vous croyez que la solution, que quelque chose nous fait mal, il faut aller la chercher à l'extérieur? Mais non, c'est la projection, c'est à l'intérieur. Donc la solution, en toutes circonstances, en toutes choses, c'est toujours à l'intérieur de soi qu'il faut la trouver. Voilà, c'est ça l'histoire du rétroprojecteur. Bon, alors, il y a aussi la manipulation des images dans notre époque. On vit une époque où il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de manipulation par les images. Alors regarde, un paysan qui n'a pas la télé, qui n'a rien. Oui, moi je regarde pas la télé. Ouais. Alors, tu vois, non mais d'accord, la plupart d'entre nous, on est manipulés, comme tu le dis, plus ou moins. Mais parce qu'on le veut bien, être manipulé. Mais on peut choisir de fermer sa télévision, de la vendre, de ne plus avoir son téléphone, ou je ne sais pas quoi. Mais on a la responsabilité de faire ça. Mais on peut- On a la responsabilité de faire de notre vie ce qu'on veut de notre vie. On peut choisir d'être manipulé, alors on est manipulé. Et On fait comme on veut. Quelquefois, on ne choisit pas. On se rend même pas. Bien La sûr. plupart des gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont Oui, manipulés je comprends ce que tu à veux travers dire. l'image. Oui, oui, je comprends, bien sûr. Bon, bien sûr, bien sûr. Mais malgré tout, on a le choix. On a toujours le choix. Si on le prend comme un outil d'évolution, on peut voir des images et être impacté à des niveaux plus ou Oui, moins bien importants. sûr. Et là, c'est un outil d'évolution dans ce cas-là. Oui, bien sûr, bien On sûr. peut distancer. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la On sait manipulation, qu'on est manipulé, voilà. la manipulation se situe à tellement de niveaux que Oui, non, quelquefois il y a bien des niveaux qui nous échappent. Hein. oui. Et dès que nous réalisons que nous sommes créateurs, on récupère son pouvoir. C'est assez important de récupérer son pouvoir.
et de retrouver sa liberté. Alors l'acceptation, bon. L'acceptation, on pourrait faire plusieurs conférences rien que là-dessus, bien sûr, hein, mais voilà. Accepter, c'est déjà un acte d'amour. Mais accepter, c'est déjà pardonner. C'est déjà ça, pardonner. Alors le non-jugement, bien sûr, c'est le sport favori de l'ego. Ah oui. D'ailleurs, un petit exercice. Enregistrez-vous tout au long de la journée, si vous avez à parler avec des gens, enregistrez-vous. Puis après, vous vous écoutez. Ah oui. Et c'est une succession de jugements qu'on porte tout le temps. Sur les événements, sur l'un, sur l'autre. Jugement ou constatation? Ça, oui, c'est ce qu'on nous dit souvent. Alors, on peut constater les faits, mais malgré constater tout... certaines choses, ça les juger, en étant totalement détaché. Ah, ça, il faut l'examiner, ça, il faut le voir. On peut constater, mais déjà c'est un jugement. Mais on peut aussi faire un constat des faits. On voit quelqu'un tomber, on constate qu'il est tombé. On constate qu'il est tombé. On entend deux personnes en train de s'engueuler, on va dire. Ah, en train de s'engueuler? Oui, voilà. Dans la Ou de rue, parler fort. on constate qu'ils ont dépassé les limites. Ça, c'est un jugement. Mais apprendre, c'est pas un jugement. Qui ont dépassé les limites, c'est un jugement. Oui. C'est quoi la limite? Parce que ta limite ou la mienne, elle n'est pas la même. Par rapport à la nôtre. Faites attention, vous allez voir que si vous observez bien, vous allez voir que les jugements, ils se situent à tous les niveaux. Hein. On est tout le temps en train de juger. Alors déjà, un truc tout bête, pour moins juger, mais parler peu, on parle trop. On parle trop tout le temps. Parlez peu. Parlez juste ce dont vous avez besoin de dire, pas plus. Non mais c'est vrai. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi je suis un grand bavard. N'est-ce pas? Oui. Mais je sais aussi prendre des longs temps de silence. Mais on peut aussi se parler intérieurement. Oui. Ça ne s'entend pas, mais Oui. c'est tout aussi valable. Oui, alors attention aux jugements là aussi. Oui. Hein. Voilà. Et surtout les jugements envers soi-même. Oui, oui, oui. C'est le pire. C'est les pires. Oui, oui. Oui, oui. Alors vous voyez, tout ce que je vous dis là, c'est toute une succession d'exercices. C'est un exercice du matin au soir, hein, en fait. C'est un apprentissage. Un exercice sympa, celui qu'on faisait l'autre jour. Hein. Ah, j'adorais. Hein. Chaque fois qu'on trouve qu'on a jugé quelqu'un et qu'on se souvient, eh bien, je vais trouver autant de qualités. Chaque fois que je pense à... Ah, mais parce qu'on ne peut pas s'empêcher. Hein. C'est tellement ancré à nous. C'est comme si on neutralisait. Ah, mais tiens, je vais lui trouver les qualités. Mais ça fait un bien. Mais en fait, ça fait du bien à nous-mêmes. Donc, on pourrait faire ça avec nous. Chaque fois qu'on se surprend en train de se juger, allez, on va se trouver les qualités. Ben oui. Et vous voyez, ça c'est dans mon cahier. C'est un dessin de Jean Augagneur. Juger revient à se juger soi-même. C'est inévitable. Mais on n'a pas conscience de ça. Hein. Donc observez vos propres jugements à l'égard d'un autre, à l'égard des autres, à l'égard de tout. Mais vous savez, les jugements, c'est quand vous dites en ce moment, tout le monde le dit, ah mais il fait beau, hein. C'est un jugement, ça. Qu'est-ce que vous en savez s'il fait beau? Parce qu'il a Il fait y a du mauvais, soleil. hein. Alors le constat, ça veut dire qu'il y a du soleil. Oui. Le constat, ça veut dire, tiens, il n'y a pas de nuages, le ciel est bleu. Ça, oui, c'est un constat. Et il fait beau. La température est de 23, ça c'est un constat. Mais si la température est douce, c'est un jugement. Oui, parce qu'il y a une appréciation. Oui, il fait bon dans le temps, il fait bon dans les Parce que le paysan à qui vous allez dire, ah il fait beau, hein. Il n'a pas plu depuis 2 mois, mais il va vous tordre le cou. Là. Ah oui, ça c'est sûr. C'est insupportable d'entendre ça. De toute façon, c'est vrai, il n'y a que les citadins qui disent il fait beau quand il fait soleil. Mais ils ne se rendent pas compte que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus. C'est la catastrophe. Hein. Alors, vous voyez, les jugements, c'est à tous les détours de mots. Hein. Et oui. Faites bien attention. Et vous allez voir que si vous arrivez à corriger tout ça, vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus léger. Et c'est ça le pardon. C'est ça vivre dans le pardon. Parce que vous voyez que ça n'a rien à voir avec le pardon que nous enseignent nos instituteurs, nos parents ou nos curés. Rien à voir. C'est vivre dans le pardon dès qu'on se lève le matin
jusqu'au soir, et même quand on dort. Parce qu'après, c'est un tel entraînement qu'on y est tout le temps. Donc arrêtons de juger. Et le pardon, ça va au-delà. Alors, pardon. Ça va ça va au-delà. Parce que si tu pardonnes, il faut aussi vouloir le bien de la personne à qui tu pardonnes. Mais attends, mais quand on dit que la personne est qu'un reflet de soi-même, et regarde, parce que le jugement nous le maintient dans la séparation. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que l'autre, en fait, on peut dire que c'est nous-mêmes, pratiquement. Il y a une... toujours quand je dis ça, il y a toujours une réponse du docteur Laine qui me vient toujours à l'esprit. Le journaliste lui pose la question, et les autres, qu'est-ce que vous dites des autres? Et lui il fait, les autres? Et quels autres? Les autres n'existent pas. Et c'est très intéressant cette réponse. Les autres n'existent pas. Et c'est très juste en même temps. Bien sûr que vous existez pour moi, mais vous n'êtes que des reflets de ce que je suis. Et si vous êtes là, c'est juste pour me montrer quelque chose à guérir en moi. Et donc vous êtes là, juste... en fait, c'est une illusion que vous soyez là. C'est une illusion, mais on peut dire ça de tous. Ah, mais ça, c'est plus difficile à comprendre. C'est plus difficile à comprendre. Non, c'est vrai, ils sont pas contents, là. Parce que, en fait, regardez, ça c'est une constatation qui m'est venue il y a un moment, c'est de réaliser, à propos des rencontres que nous faisons, là nous sommes dans une rencontre, Oui. et toute rencontre, même une rencontre fugitive de quelques minutes, ou une rencontre de 20 ans avec son conjoint ou sa compagne, c'est une rencontre. Elle n'est jamais le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. À un moment donné, il y a eu un constat, un contrat, qui fait que ces deux âmes se sont rencontrées. D'accord? C'est bien ça hein, qui se joue. C'est bien ça. Et du coup, les rencontres, regardez, à chaque fois qu'on fait une rencontre, moi, ça fait longtemps que je me dis ça. Eh bien, comme c'est pas par hasard, c'est que cette personne qui est venue face à moi, hein, que ce soit quelques minutes ou des années, c'est pour que je guérisse moi. Donc elle est là pour que je guérisse moi. C'est son objectif principal. Pour que je guérisse moi. Et vous êtes tous là pour que je guérisse moi. C'est valable pour un thérapeute. Hein. Un patient vient, c'est pour que le thérapeute guérisse. Je dis ça très sérieusement. Et qui est-ce qui Même s'il me vient un petit sourire. C'est les plus malades. Qui est-ce qui organise les rencontres? Nos âmes. Mais nos âmes. Mais qui est-ce qui commande les âmes? Personne commande personne. Ce sont des interactions, quoi. On est là pour que tu guérisses, tu es là pour qu'on guérisse. C'est-à-dire que, parce que oui, ça nous amène un peu plus loin. Ouais. Quel est le sens de notre vie? C'est de vivre des expériences. D'accord? Et vivre des expériences avec d'autres âmes qui ont aussi incorporé un corps, comme moi. Et je rencontre des âmes tout au long de ma vie qui ont incorporé un corps. Mais avant de venir sur cette terre, dans cette incarnation, ben, j'ai fait mon casting. J'ai fait un casting. J'ai préparé mon scénario. Scénario dont je suis le metteur en scène. Je suis l'acteur principal, mais il me faut des acteurs. Un acteur, c'est une illusion, hein, c'est pas une réalité. Donc je fais mon casting avec toutes les personnes qui vont croiser ma route. Et à un moment donné, on se croise. Et chacun joue son rôle. Ça peut être une scène agréable, puis ça peut être une scène très désagréable. Mais c'est des rôles. En fait, j'ai des expériences. C'est des expériences. Et c'est pour ça qu'on voit des couples séparés, parce qu'à un certain moment, l'expérience à vivre ne colle plus avec ce que l'autre peut. C'est jamais un drame quand des personnes se séparent. C'est que l'expérience est terminée et on va continuer d'autres expériences ailleurs. C'est pour ça que je dis que les autres, en fait, c'est une illusion. Quand vous allez au théâtre, vous allez voir des acteurs jouer. Ils jouent très bien. Et on se régale, on applaudit. Puis ils saluent. Mais imaginez qu'il y en a un qui ne salue pas. Il continue de jouer son rôle. Il continue de se croire le rôle qu'il avait là. Mais on lui dit, mais arrête, c'est fini le théâtre, salut, comme tout le monde, arrête, c'est fini. Ben, nous, c'est ce qu'on fait, on se prend au sérieux tout le temps. Et on croit que notre rôle, c'est sérieux. On croit que ce qu'on joue là, c'est
sérieux, quoi. Mais non, on joue. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, le tourner à la dérision puis le faire mal, non, il faut jouer notre rôle le mieux qu'on peut. Mais on est venu pour jouer, pour expérimenter. Et vous êtes, vous, des acteurs avec lesquels, à un moment donné, j'ai fait un casting et je vous ai proposé de jouer le rôle que vous jouez là maintenant. Et chacun d'entre vous peut dire la même chose avec tous les autres. C'est comme ça que les choses se passent. C'est extraordinaire quand même. C'est pour ça que le pardon, à ce moment-là, il va de soi. À qui voulez-vous qu'on pardonne? Et quand vous allez voir une pièce de théâtre, vous n'allez pas pardonner à l'acteur, c'est une illusion, l'acteur, il fait quand il joue. Il joue, il n'est pas vrai. Il n'est pas réel. Donc il n'y a qu'une personne à qui vous pouvez pardonner, c'est à vous-même. De vous être trompé, d'avoir jugé, d'avoir cru que c'était vrai. Et rien n'est vrai. Nos expériences, elles sont à vivre pleinement pour vivre les émotions qui en découlent, pour guérir ces émotions, pour nous élever en conscience. Et c'est ça le rôle de notre vie. Rien de plus. À travers le pardon. Parce que sans pardon, on ne peut pas arriver à tout ça. Vous voyez combien c'est important ce pardon. C'est ça, le pardon, c'est le sens de notre vie hein, sur Terre. Et c'est comme ça qu'on fait l'unité avec le divin. Avec le pardon, c'est pas le pardon qu'on apprend à l'école. C'est faire l'unité. Parce qu'en fait, on n'est pas séparés. Nous sommes des âmes. Notre réalité, notre réelle identité, ce sont d'être une âme lumineuse qui a été reliée à la source. Et nous sommes tous des âmes. Quelle différence? Vos mémoires, vos propres mémoires, nos propres mémoires, ont fait que nous avons tel corps, telle chevelure, telle taille. Ce sont nos mémoires qui ont fait ça. Mais en fait, on n'est pas différents, on est tous pareils. Mais on croit. Notre ego, l'ego, lui, quand il entend ça, il n'est pas content. Hein. Parce que lui, il veut vraiment qu'on soit séparés. Pour nous maintenir sous contrôle, dans la peur. Est-ce que vous voyez que quand on vit comme ça, la peur, il n'y a plus de peur. Elle s'évanouit. Il n'y a plus un mot. On n'est pas séparés, mais on reste quand même on reste individualité. La personnalité que nous sommes fait qu'on a l'apparence d'être séparés. Il faut toujours rajouter la précision, l'apparence d'être séparés. Nous ne sommes pas séparés. Lâcher prise. Bien sûr, ça fait partie de mon échelle qui mène au pardon. Hein. C'est un des barreaux, le lâcher prise. Voilà, la confiance totale. Le lâcher prise, j'ai une histoire. Oui, je peux la raconter encore. Peut-être que je l'ai déjà raconté ou je la raconte tout le temps. Quand tu es tombé? Oui. Je crois que oui, mais ah oui, je l'ai raconté. Mais il y en a qui n'étaient pas là au début. Bon, Pierre, il n'était pas là. Pierre, il savait. Non, mais voilà, je la raconte rapidement. Imaginez que vous soyez sur un fleuve, large fleuve, avec un fort courant, et vous tombiez au milieu du fleuve. Et là, c'est la panique. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous avez l'idée de nager au plus près de la rive pour être en sécurité, hein. Dans la panique, presque. Donc vous nagez à contre-courant. C'est ce qu'on va faire. Généralement, c'est ce qu'on fait. On va nager à contre-courant. Et c'est ce qu'on fait dans la vie. On nage à contre-courant, tout le temps. On force. On veut toujours forcer. Hein, on force dans tous les domaines, quoi. Pour son travail, les enfants, la famille, les procès, les avocats. On force. Mais on n'est pas dans la vie, on est dans la survie. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la survie. Survie. Alors il y a une deuxième option, c'est de nager dans le sens du courant. Et là, c'est beaucoup plus facile. Nager dans le sens du courant. Là, c'est la pensée positive, les choses jolies. Là. Mais, il y a toujours cette idée de rejoindre la rive par besoin de sécurité quand même. Hein. Donc il y a quand même des peurs amoindries, mais il y a quand même des peurs. Et on est toujours dans la survie. Si je veux rejoindre la rive. Et il y a une troisième option, c'est de faire le bouchon et de flotter
agréablement sur l'eau, de faire la planche, le bouchon, et de se laisser guider par son âme qui sait très bien là où nous devons aller. Là, il n'y a plus d'efforts à faire. Ça, c'est le parfait lâcher-prise. Parce que vous faites confiance totalement à vous-même ou à votre âme, ce qui est pareil. C'est se faire confiance à 100%. Ce que généralement on ne sait pas faire, ou mal. C'est ça le lâcher-prise. C'est faire confiance à son âme, en toutes circonstances. Alors, je vous invite... moi, il y a un truc que je fais très souvent, et notamment, quand je vais faire du vélo, quand je prends le scooter, qui est au garage. Bref, pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour même, ça m'arrive des fois, je dis à mon âme, je te confie telle chose. Je te confie ma journée. Et pas plus. Allez, je te laisse. Moi, je ne m'occupe de rien. C'est toi qui prends le volant et qui guide. Moi, je ne m'occupe de rien. Là, c'est une manière de dire à l'ego, hey, calme-toi. Et je confie à mon âme. Et quand je dis ça, franchement, je ne suis plus le même. Je fais ce que j'ai à faire, comme il faut, mais je ne m'occupe plus. Et toutes les peurs sont évanouies. Voilà. Toutes les peurs sont vraiment dissoutes. C'est ça le lâcher prise, hein, la confiance. La confiance en soi. Alors ça, c'est en thérapie, c'est un gros truc, on travaille très souvent, la confiance. La confiance. Voilà, c'est confié. Voilà, et donc le pardon, en fait, c'est un changement de perception. On ne va plus voir la vie de la même manière. C'est un changement de regard sur les autres, sur les événements, sur nous-mêmes, qui est le plus important. Nous sommes vrais, les autres, c'est illusion. Je me plais à la répéter. Alors, ouais, non, mais... Il manque des titres. Oui, mon petit titre. Je demande pardon à mon enfant intérieur, à mon moi supérieur. Et ça, on revient au Ho'oponopono, hein, bien sûr. En fait, le pardon, c'est une demande de pardon. Je demande pardon à mon enfant intérieur, mais c'est toujours à moi. Hein. Et bien sûr, à moi-même, je me demande pardon. Il n'y a que ça qu'on peut faire, c'est se demander pardon. Demander pardon aux autres, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune utilité. Voilà un petit résumé. Voilà le pardon traditionnel, le pardon selon Ho'oponopono. Mais selon Ho'oponopono, selon nous-mêmes maintenant, hein, parce que c'est... Mais c'est Ho'oponopono. Voilà le jugement, le non-jugement, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et l'ego est aux commandes, là, c'est l'âme qui est aux commandes. Bon, ça, c'est des dessins que j'ai pris sur le cahier. Le pardon, ça se donne, parce que c'est le par-le-do. Bien sûr. Ça, c'est une petite phrase que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Au fur et à mesure que nous intégrons et que nous vivons le pardon, nos journées sont de plus en plus guidées par l'amour et par notre âme, et de moins en moins par l'ego. Et dès que nous prenons la responsabilité d'enlever les obstacles à la présence de l'amour, grâce au pardon, nous rencontrons la joie, la paix et un amour qui dépasseront tout ce que nous pouvions imaginer. Et voilà. Bien sûr que les jugements, les opinions nous enferment dans une cage et nous privent de liberté. Le non-pardon, c'est la cage. Le pardon, c'est la liberté. Alors la clé? C'est le pardon. Ah. Voilà, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Parce que le pardon, en fait, ouvre la porte à la paix et à l'amour. Sans pardon, pas de paix possible. Hein. Pas de paix possible. Alors ouais, c'est ce pardon dont je voulais vous parler. S'il y a des questions? Quand tu demandes, si tu demandes pardon à quelqu'un, c'est une manière de te juger à toi-même. Alors, c'est pas bien. Si on demande pardon à quelqu'un? Si tu demandes pardon, c'est... Si on demande pardon à quelqu'un? Oui, tu dis, excuse-moi, est-ce que tu me pardonnes? À l'intérieur, c'est que tu te juges à toi-même. On ne dit pas est-ce que tu me pardonnes. Je demande pardon. Ah d'accord, à la rigueur, pourquoi pas. Je te demande pardon. Oui, mais c'est une manière de te juger à toi-même, hein, parce que, d'un coup, bon... Ça oui, s'est fait puisqu'on n'est pas parfait, il y a toujours des choses à se justifier.
Il n'y a pas besoin de rentrer dans les explications. Si tu sens que ça te fait du bien de demander pardon, demande pardon. Le pardon, c'est pour soi-même, c'est pas pour les autres. Tu peux demander pardon à quelqu'un, même s'il est mort. C'est pas un problème. On peut demander pardon à quelqu'un, même s'il n'est pas là. On s'en fout de ça. Il n'est pas nécessaire qu'il soit là. C'est pas une obligation qu'il soit là. Le pardon, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Donc, si la personne est là, je te demande pardon, parce que j'ai été impoli, parce que j'ai été désagréable, je te demande pardon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça permet de se réconcilier avec quelqu'un de la famille, allez, demande pardon. Ça mange pas de pain. Tu vois, voilà. Mais je demande pardon. En fait, moi, comme je l'entends, c'est que si on n'est plus dans l'idée qu'il y a bien ou mal, qu'il n'y a pas de coupable ni de victime, le fait de demander pardon, c'est en fait tendre la main. C'est-à-dire, j'ouvre mon cœur pour... je suis prêt à me réconcilier avec toi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Et il y a une histoire, je peux la raconter? Si elle n'est pas trop longue. Ah. Non, mais raconte. Ouais. C'était deux frères. Et bon, les pères meurent. Et pour une histoire d'héritage, comme ça arrive souvent, ben, ils se sont fâchés. Et ils vivaient côte à côte. Et ils avaient partagé le terrain, ils vivaient côte à côte. Mais ils se sont fâchés, vraiment, ils ne pouvaient plus se parler. Et ça a augmenté, ça a augmenté. Donc tellement qu'il y en a un qui a construit un mur pour se séparer. Hein. Mais l'autre, il était encore tellement... Et carrément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié une rivière pour vraiment séparer les deux. Hein. Et ça a duré des années, des années. Et les enfants ont grandi, ils continuaient de ne pas se parler. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive, un voyageur, et... Il arrive chez l'âne. Il lui dit est-ce que vous pouvez m'héberger cette nuit et en échange je répare des choses. Vous réfléchissez, c'est que il y a des choses à réparer et demain je peux vous réparer des choses. Alors on lui dit ouais, pourquoi pas. Donc il les loge dans la garage comme ça et il va se coucher. Et le lendemain matin, les petits bonhommes, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait travaillé toute la nuit. Il avait construit un pont. qui unissait les deux terrains. Et celui qui avait hébergé, quand il voit les ponts, oh, il se met en colère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est fou! Et alors, il avance vers les ponts, et quand il arrive près du pont, il voit venir son frère, en larmes. Mon frère, tu as construit un pont cette nuit, excuse-moi. Je suis désolée toutes ces années. Et tout d'un coup, sa colère commence à partir. Et ils se sont embrassés. Sur le pont. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est que le monsieur, qu'est-ce qu'il avait construit ce pont en cachette? L'autre, il a cru que c'était son frère. Et des fois, il suffit ça. Il suffit juste qu'il y en ait un qui enlève l'ego là et qui dise je te demande pardon. Et puis, pouf, ça tombe. Voilà. Et on n'est plus dans je suis fautive, on laisse tomber ça, c'est vieux tout ça. Moi c'est comme ça que je l'entends. Et c'est même plus fort que de dire je t'aime. Hein? C'est plus difficile. C'est plus difficile, mais ça porte plus, c'est important. Ouais. En tous les cas, mesdames, je vous demande pardon. Parce que je me suis moqué 2 ou 3 fois. Oui. Bon, on va y réfléchir. Oui, cette phrase, j'aime bien. Il n'y a pas d'ennemi. Est-ce que c'est un jugement ou une constatation? Je n'en dirai pas plus. Oui, quand vous avez quelqu'un en face qui vous dérange, c'est en fait c'est vos zones d'ombre qui vous regardent. Nos défauts, on aime bien parler de zones d'ombre. Alors il y a un sacré travail à faire. Et pardonner, et pardonner ne dépend que de vous, c'est juste une décision qui se prend à la seconde. Tac. C'est pas... Tout
ceux qui disent je pardonnerai jamais, c'est lourd, quoi. Hein. Vous sentez bien comme ils sont dans l'erreur, là. Ah oui, ça c'est... Et c'est juste une décision. Juste une décision. Voilà. C'est pas, ça, aimer, c'est une décision. Pardonner, c'est une décision. C'est juste un choix. Alors, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous préférez pardonner ou être malheureux? Pardonner, c'est être en paix, quand même. C'est ça qu'il faut pardonner. Maître Philippe de Lyon, quand il guérissait déjà, de leur demander justement, demander pardon. Oui. Oui, Oui, Maître Philippe, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça c'est... Alors, oui, pardon, c'est aimer, s'aimer, s'ouvrir à l'amour, vivre dans l'unité, changer sa perception, accepter, ne pas juger, tatati. C'est dans mon cahier, ça, si vous voulez m'acheter. Cahier d'exercice. Après, je ne sais pas si j'ai une autre phrase. Ah ben oui, tiens. Voilà, tiens. Voilà. Bon, ben je vous remercie. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci. Alors, propager le pardon dans la Vlamée et sa région.